Vous voyez ces porte-bobines? J'ai réussi à en produire plus de 100 à la chaîne de manière industrielle avec des machines qui tournaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans la moindre intervention humaine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire pareil et à la fin de cette vidéo, vous saurez faire votre propre mini-usine avec vos imprimantes. Let's go! Alors, pour vous montrer comment faire de la production en masse, le mieux, c'est de prendre un exemple concret. Dans mon cas, je vais essayer de produire en masse un porte-bobine supplémentaire pour la Neptune 3 Pro. De base, il n'y en a qu'un, mais en rajoutant un deuxième, ça va nous permettre de stocker 2 bobines sur cette machine. C'est d'ailleurs l'imprimante qu'on fournit actuellement dans nos formations. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, l'impression 3D n'a pas été pensée pour faire de la production de masse, mais plutôt pour du prototypage industriel. Bon, depuis, vous le voyez, l'impression 3D a fait pas mal de chemin. Et c'est désormais tentant d'utiliser l'impression pour faire de la production à grande échelle. Et évidemment, certaines machines ont été développées dans cette idée. Notamment la CR30 qui, contrairement à une imprimante 3D classique, possède ici un tapis roulant. Au moment de sa sortie, cette imprimante avait fait énormément de bruit, tout le monde en parlait. Nous, justement, on se l'était procuré à cette époque, mais franchement, on l'utilise quasiment jamais. Tout simplement parce que les impressions sont de très mauvaise qualité. La techno n'est pas vraiment aboutie, étant donné qu'elle imprime à 45 degrés, c'est assez moyen. Et en plus, toute la partie slicer n'est pas poussée, donc on peut pas faire grand chose. On est donc parti de ce postulat de départ. Comment faire de la production de masse avec une imprimante 3D classique. Dans notre cas, on va utiliser pour ça notre fidèle Neptune 3 Pro, mais vous imaginez bien, une autre imprimante fera l'affaire. Pour réussir ce pari, on va travailler ensemble sur 3 aspects. Les 3 aspects classiques en réalité de l'impression 3D. La modélisation, le slicer et la machine en elle-même. Commençons tout d'abord par la modélisation 3D. L'objectif ici, c'est de modéliser des pièces de telle sorte à ce qu'elles s'impriment le plus rapidement possible. Tout ça avec le plus faible taux d'échec. Le tout en limitant au maximum le post-traitement. Imaginez un peu, si disons 10% de vos pièces échouent et qu'une impression non optimisée est 20% plus longue, à la fin, si vous imprimez 100 pièces, le modèle optimisé en aura fait 130. C'est donc une optimisation non négligeable et plus le volume sera important, plus ça sera intéressant. Pour ça, j'ouvre donc mon logiciel de modélisation Fusion 360. Je modélise dans un premier temps mon porte-bobine en commençant par la forme la plus simple possible, puis je vais effectuer certaines optimisations. C'est là que ça devient intéressant. Déjà, je vais limiter au maximum les porte-à-faux. Là, l'objectif ici, c'est d'éviter d'avoir des besoins de support. Et pour ça, il nous suffit de rajouter des chanfreins. Comme vous le voyez dans le cadre de notre création, c'est pas très compliqué. Ensuite, pour être sûr d'avoir une belle pièce et de réduire les défauts, j'ajoute encore des chanfreins et un congé juste ici. Les chanfreins de la première couche, ils sont là pour limiter le risque de patte d'éléphant et le congé, il ajoute tout simplement de la solidité. Vient ensuite le choix des épaisseurs de la paroi. Et là, l'idée, c'est de trouver le combo parfait entre la solidité et la consommation de matière. Ici, on a donc pris comme référence le porte-bobine de base. Puis ensuite, on a réalisé différents prototypes pour trouver la combinaison parfaite. Notre pièce est légèrement plus épaisse que la pièce originelle, tout simplement pour compenser la différence de solidité entre une pièce imprimée en 3D et une pièce créée par injection plastique. Après, il faut s'assurer que la surface de contact entre notre pièce et notre plateau soit assez importante pour éviter que notre pièce, elle se décolle durant l'impression. Ici, on a tout simplement pris la plus grande surface plate de notre pièce. Bon, une fois cette partie modélisation terminée qui consistait tout simplement à avoir une pièce le plus optimisé possible, on va pouvoir ensuite passer à l'étape du slicer. Le premier réflexe à avoir, c'est d'encore une fois optimiser notre modèle. Encore! Gardez vraiment en tête que même un petit gain sur le volume sera conséquent in fine. Donc maximiser la vitesse d'impression en gardant une qualité suffisante et faire des tests pour avoir les meilleurs paramètres pour votre filament. Dans le slicer, vous remarquerez qu'on met uniquement une pièce par impression et non plusieurs porte-bobines sur le même plateau. Ça, c'est tout simplement pour réduire les probabilités d'erreur. Une fois qu'on a fait tout ça, vient ensuite la phase la plus importante, qui peut, dans un premier temps, faire assez peur. La modification de votre G-code. Nous sommes actuellement sur Cura et la démarche sera la même sur les autres slicers. Pour ça, cliquez ici dans votre slicer. Vous allez devoir retirer la ligne de purge par défaut, car sinon, au fur et à mesure de vos impressions, ces dernières vont s'accumuler et ça risque de bloquer vos impressions en série. C'est donc un problème vraiment important. Mais pour le contourner, il y a 3 solutions. La première, on peut tout simplement intégrer une ligne de purge à notre objet. Comme ça, quand on pousse la pièce,
la ligne de purge part avec la pièce. C'est relativement simple à faire, mais le souci, c'est que ça va vous demander un post-traitement, parce que vous allez devoir retirer à la main votre ligne de purge sur chacune des pièces. La deuxième solution, on peut purger à côté du plateau et nettoyer la buse avec une brosse, un peu à la manière de la A1 Mini de Bamboo Lab. C'est une technique qui marche assez bien, mais c'est quand même assez fastidieux parce que vous allez devoir mettre en place tout ce système. Et la dernière technique qu'on a choisie, on a tout simplement adapté la rétraction de début et de fin de G-code pour que l'extrusion de notre filament commence pile au début de notre première couche. On n'a donc pas besoin de ligne de purge. Une fois ce problème de purge résolu, on doit une nouvelle fois adapter notre G-code de fin pour que notre tête d'impression vienne taper notre pièce sur le plateau. Le but, c'est tout simplement de pousser notre pièce pour laisser de la place à la prochaine qui sera ensuite imprimée. Par contre, c'est très important de laisser 10 minutes de pause entre la fin de l'impression et le moment où la tête va taper votre pièce, tout simplement pour permettre à votre plateau de se refroidir et permettre ainsi un décollage plus facile de la pièce. Pour ajouter cette attente, tapez tout simplement la commande G4 S600, S600 pour 600 secondes, qui fait 10 minutes. Suite à ça, il nous suffit d'adapter notre fichier pour que l'impression de nos pièces s'enchaîne et qu'on n'ait évidemment pas besoin de la relancer manuellement. Là aussi, plusieurs techniques sont possibles. Soit vous ajoutez une boucle directement dans le G-code avec la commande M808, mais attention, c'est pas pris en compte par tous les firmware et Elegoo ne fait malheureusement pas exception. Donc vous pouvez tout simplement modifier le fichier à la main et faire un banal copier-coller. Ça marche très bien. Vous voyez finalement, même si à première vue ça peut faire peur, c'est finalement pas très compliqué de modifier le G-code. Donc une fois cette partie slicer terminée, on passe ensuite à la machine. Là, faites bien attention à bien utiliser un plateau PEI. Tout simplement parce que c'est un plateau qui va faciliter le décollage de votre pièce. Ensuite, il vous suffit d'incliner légèrement votre imprimante, tout simplement pour permettre à la pièce imprimée de tomber dans un bac de récupération. Parce que si vous faites pas ça, les pièces, elles risquent de s'entasser devant votre imprimante et si vous êtes sur un gros volume d'impression, ça peut poser à terme problème. Enfin, niveau bobine, utilisez évidemment les plus grosses bobines que vous avez. Si vous avez des bobines de 3 kg, c'est parfait. Nous, dans notre cas, on utilise des bobines de 1 kg parce qu'on en a un grand stock. Petite précision néanmoins, si vous utilisez plusieurs bobines, assurez-vous d'utiliser la même marque de bobine parce qu'il y a toujours des petites différences entre chaque fabricant et ça peut engendrer des problèmes. Ça vous permettra ainsi d'avoir des pièces bien uniformes et d'optimiser l'impression de votre fichier par rapport à un type de matière. Maintenant, on peut laisser la magie opérer et moi, je reviens lundi. Several days later. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à créer plus de 100 exemplaires de ma pièce. Et ça, finalement, grâce à quelques petites astuces assez simples à mettre en place. D'ailleurs, si vous venez faire la formation impression 3D dans nos locaux et non en visio, vous pouvez en récupérer une. Si vous avez des idées de projets sympas qu'on pourrait mettre en place justement en utilisant cette technique d'impression 3D industrielle, dites-le nous en commentaire, on pourra en faire une vidéo. Et si ça vous a plu, likez et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup à développer la chaîne.